Message est clair, une soupe en sachet serait aussi bonne qu'une soupe préparée avec des légumes frais. Pourtant, quand un aliment est déshydraté et réduit en poudre, il perd de la saveur et de précieux nutriments. Mais en ajoutant des arômes et des exhausteurs de goût aux ingrédients déshydratés, on peut obtenir un plat savoureux. Bien entendu, les fabricants n'aiment pas dévoiler leurs petits secrets de fabrication. Si les industriels ont recours au glutamate, c'est pour deux raisons principales. Il rehausse le goût des autres ingrédients présents dans le produit. Et par conséquent, il permet de réduire la proportion de sel dans la préparation. On contribue ainsi à élaborer une alimentation mieux équilibrée. Le glutamate est un additif controversé depuis longtemps. D'après certaines études, il est nocif pour le cerveau. Par ailleurs, il stimule l'appétit de façon excessive, comme on l'a constaté chez les rats. C'est pour cela qu'il est remis en question. Et pour finir, un peu d'extrait de levure, qui remplace le bouillon de légumes dans notre recette. Depuis que le glutamate a mauvaise presse, les industriels misent sur l'extrait de levure qui inspire davantage confiance. L'extrait de levure n'est pas un exhausteur de goût, mais un aliment naturel. Il possède une saveur qui lui est propre, contrairement au glutamate, par exemple, qui n'a pas de goût caractéristique. Et pourtant, l'extrait de levure contient lui aussi du glutamate. Les fabricants affirment qu'il ne s'agit pas d'un exhausteur de goût. C'est en fait une invention des stratèges du marketing. Pour moi, c'est une supercherie. Les fabricants mettent quand même du glutamate dans leurs produits, par des voies détournées, en utilisant des additifs bon marché comme l'extrait de levure ou des substances similaires. Et ils ont le culot d'affirmer que leurs produits sont exempts de glutamate. Ces allégations trompeuses sont en fait des incitations à l'achat. Elles ont provoqué une levée de boucliers au sein de l'Association de défense des consommateurs de Hambourg. Celle-ci a décidé de passer au crible 152 produits affichant des garanties de sécurité alimentaire qui induisent le client en erreur quant à l'absence d'exhausteur de goût. Les étiquetages laissent penser au consommateur qu'il a affaire à des produits sains. Malheureusement, on a constaté que les fabricants avaient recours à beaucoup de succédanés. Par exemple, 92% des produits annoncés sans exhausteur de goût contiennent en fait de l'extrait de levure. Les fabricants n'hésitent pas à tromper les consommateurs. Ils leur promettent monts et merveilles pour les inciter à acheter. En fin de compte, il s'agit souvent de supercheries. Et ce n'est pas une évolution réjouissante pour le domaine de l'agroalimentaire. Les associations de consommateurs exigent depuis longtemps que le législateur européen impose des dispositions plus claires en matière de déclaration, afin d'empêcher autant que possible toute forme de tromperie. Quand les fabricants affirment que leurs produits sont sans exhausteur de goût, alors qu'ils contiennent de l'extrait de levure, il s'agit à mon avis d'une tromperie. Dans le contexte européen, nous sommes en train d'examiner la manière d'empêcher une telle contradiction. Tant que les consommateurs ne s'organiseront pas, rien ne bougera. J'ai constaté que les politiciens agissaient souvent en fonction de la pression dont ils faisaient l'objet. Cela veut dire que nous devons faire pression sur le gouvernement. L'entreprise Frosta, située à Bremerhaven, a réagi, elle, à la pression économique. La direction a pris une importante décision à long terme. Depuis plusieurs années, ce fabricant de plats cuisinés surgelés a renoncé à l'emploi de tout additif, arôme et exhausteur de goût. Frosta a modifié son positionnement sur le marché en se distinguant des fabricants bas de gamme. Nous avons voulu savoir ce qu'impliquait l'abandon des additifs et quel défi cela représentait pour l'entreprise. Dans le département des épices, on pèse les mélanges gustatifs qui entrent dans la composition de la poêlée asiatique ou du bami goreng, par exemple. Le responsable du développement s'est occupé de la modification de la production des plats. Ce qui est intéressant ici, c'est ce qu'on ne voit pas.
on ne trouve pas les substances qui sont souvent employées ailleurs. On pourrait très bien prendre un arôme du genre asiatique, ou curry, ou bami, peu importe. Et alors, on n'aurait pas besoin de toutes les épices que vous voyez ici. En y ajoutant un exhausteur de goût ou de l'extrait de levure, on pourrait obtenir une saveur similaire à celle de nos produits. Chez Frosta, on emploie aussi de l'ail frais. Il serait plus simple d'utiliser de la poudre d'ail, mais sa saveur est moins intense, et cela irait à l'encontre de la philosophie de l'entreprise. Seul bémol, certains plats n'étaient plus adaptés aux nouveaux modes de production. Nous avions par exemple une recette appelée poêlée de Louisiane, qui avait un goût de barbecue très prononcé. Nous n'avons pas réussi à la fabriquer sans additifs. Or, sans l'arôme fumé en question, le résultat n'était pas satisfaisant. Nous avons essayé avec de la viande fumée, mais ça n'a rien donné. Alors on l'a retiré du marché. Le repositionnement de Frosta ne s'est pas fait sans douleur. L'entreprise a bien failli mettre la clé sous la porte. En 2002, quand elle a décidé de ce changement de cap radical, elle a vu son chiffre d'affaires s'effondrer. En effet, l'utilisation d'ingrédients frais fait grimper le prix de vente des produits de 10 à 20%. Il aura fallu un certain temps pour que la nouvelle stratégie commerciale porte ses fruits. Pour Sarah Wiener, le goût est avant tout une question personnelle. Elle refuse les préparations toutes prêtes, car à ses yeux, ce sont précisément les petites différences qui font la saveur d'un plat. Je trouve ça bien que le goût d'un potage aux betteraves varie d'un jour à l'autre. Je ne veux pas qu'une soupe ait exactement la même saveur tous les jours de l'année et qu'elle formate mon goût. Sinon, on va finir par retrouver les mêmes choses à Vienne, à Rome, en Finlande, en Afrique et en Amérique du Nord. On fait revenir brièvement les légumes pour laisser les arômes s'épanouir. Si les enfants apprennent à connaître différentes saveurs dès le plus jeune âge, leur perception en sera d'autant plus affinée. Les produits frais comme le cumin, le poivre, le citron et le bouillon de légumes permettent de relever un plat. Et une lichette de vin blanc. Par contre, les plats cuisinés industriels, au goût uniformisé et standardisé, émoussent peu à peu le sens gustatif. Pour que ça n'éclabousse pas partout, couvrez la casserole avec un chiffon. Votre garde-robe appréciera. On râpe un peu de réfort sur les croûtons et on les pose dans l'assiette. Et voilà. Et pour terminer, un brin de persil. Les additifs artificiels ne sont pas les seules substances qui posent problème. Bon nombre de produits industriels sont riches en sucres ajoutés. Même les mueslis et autres céréales pour le petit déjeuner. Or, un excès de sucre peut entraîner une dépendance. Nougat chocolaté, c'est mieux que du bio pour sûr. D'accord, mais ça a meilleur goût. Alors, huile végétale, chocolat, sucre, pâte de cacao, poudre de cacao, arôme bien sûr, et 15 grammes de sucre par portion. Si tu prends une portion de 30 grammes, ça veut dire que la moitié c'est du sucre. C'est pas si grave. Tu ne peux pas avaler autant de sucre le matin. La moitié de ton bol de céréales, c'est du sucre. Allez, pour une fois. C'est pas dramatique. Ça va, je connais la musique. Le matin, tu en avales un bol plein et en 3 jours, le paquet est vide. Et comme ça, tu pourras racheter ton muesli bio après. Bon, d'accord, on achète ça, mais c'est exceptionnel. Pia Kevenich se heurte aux mêmes difficultés que beaucoup de mères de famille. Difficile de trouver des arguments face au pouvoir addictif du sucre. Voici le point de vue de la société Kellogg's. La teneur en sucre n'est pas un critère pertinent pour juger si un petit déjeuner est équilibré ou non, et ce critère ne doit pas être considéré isolément. Mais beaucoup d'autres aliments contiennent des sucres ajoutés. Les sodas, les sauces pour salade, la charcuterie, le fumet de poisson et même certains produits soi-disant diététiques. L'industrie agroalimentaire surfe volontiers sur la vague du fitness. Si on prend par exemple cette boisson au thé jaune, appelée Physalis jaune, elle ne contient que 15% de thé jaune et le Physalis n'est présent qu'à des doses homéopathiques. Par contre, dans cette bouteille de 2 litres, il y a 44 morceaux de sucre.
D'après le fabricant, la société Pfanner, la teneur en physalis dans cette boisson au thé n'est pas pertinente. On n'a d'ailleurs pas voulu nous communiquer de chiffres sur la teneur effective en fruits. Montedrink est une boisson chocolatée présentée comme une collation saine pour les enfants. En réalité, elle est extrêmement sucrée. Elle contient plus de sucre par litre que le Coca-Cola. Bien sûr, l'étiquetage n'est pas explicite. C'est tout sauf un encas. C'est une sucrerie déguisée qui contribue essentiellement au surpoids chez les enfants. Ce à quoi le fabricant répond, les consommateurs refusent les produits entièrement exempts de sucre. Nous n'avons pas d'autre choix que d'élaborer des produits contenant la saveur sucrée avec aussi peu de sucre que possible. La consommation de sucre a énormément progressé. En Allemagne, elle s'élève à 40 kg par habitant et par an. En Amérique, 60 kg. Or, il faut savoir que l'être humain n'a pas besoin de sucre. Les enfants et les adolescents ne sont pas en reste et consomment eux aussi de plus en plus de sucre. Le surpoids est devenu un problème de santé publique. La jeune Laetitia, elle aussi, doit lutter contre ces kilos superflus. 2 fois par semaine, elle se rend dans un centre sportif spécialisé pour les personnes en surpoids. Ça fait plaisir quand on a l'impression d'être avec des gens comme soi, qui ont une masse corporelle un peu supérieure à la moyenne. Les joueurs de hockey à ma gauche, regardez vos partenaires, c'est parti. Les adolescents doivent toujours rester en mouvement, l'idée étant de redécouvrir le plaisir de l'enfance en pratiquant des activités physiques. Ce programme s'accompagne d'une modification des habitudes alimentaires. Quand de nouveaux ados arrivent ici, ils apportent leur boisson sucrée, coca ou jus de pomme par exemple. Et la première chose qu'on leur dit, c'est de laisser tomber tout ça. On leur conseille de boire plutôt de l'eau minérale. Le problème majeur, ce sont les hydrates de carbone et les sucres cachés dans